Bonjour, alors suite à la demande de certains parmi vous, donc je vais faire cet exercice-là qui traite, donc cette propriété-là qui est très utilisée aussi, dans lequel on va voir un petit peu la fonction indicatrice ou la fonction, ce qu'on appelle caractéristique aussi, et on va revoir un petit peu la notion d'injectivité, de surjectivité, de la béjection aussi. Donc il y a pas mal de notions qu'on va traiter dans cet exercice. Alors voilà l'énoncé de l'exercice. Donc l'objectif à la fin, c'est de démontrer que le cardinal de P de E, donc l'ensemble des parties de E, est égal à 2 le cardinal de E dans le cas où E est un ensemble de cardinal fini, bien dans l'ensemble fini. Donc soit E un ensemble, alors je prends un ensemble quelconque ici, donc même infini, donc soit E un ensemble non vide. Donc ici, pour la première question, je prends A, une partie de E. Donc premièrement, je demande de chercher l'image réciproque de 1 par la fonction indicatrice 1, A, et aussi donc l'image réciproque de 0 par la même fonction, bien par la même application. Après, on demande donc d'exprimer 1 A bar, donc A bar c'est le complémentaire de A, en fonction de 1A. La deuxième question, donc on considère deux parties maintenant, A et B de E. La première question ici, pour la deuxième question, donc la première partie, on demande de démontrer l'équivalence suivante. Donc A égale à B, c'est la fonction indicatrice. Donc 1A égale la fonction indicatrice 1B. Et ensuite, donc on demande d'exprimer 1A inter B et 1A union B en fonction de 1. Donc A, pardon, c'est bien ça, et 1 B. La troisième question, montrer que l'application qui fait correspondre à chaque partie donc de E, donc de P de E, et qui va aller dans l'ensemble, alors ici donc cet ensemble-là, c'est l'ensemble des applications qui vont de E vers 0,1. Donc qui fait 1A, et bien il faut démontrer que ça c'est bijectif. Et enfin, donc dans le cas de dimension, dans le cas où l'ensemble E est de type fini, bien donc est fini, et bien on a le cardinal donc de P de E égale 2 exposant cardinal de E. Donc voilà l'énoncé ici. Donc avant de commencer, donc je vais vous rappeler peut-être quelques éléments ici en fait dont on aura besoin. Alors premièrement P de E, donc pour ceux qui ne savent pas le P de E, donc si vous avez E un ensemble, donc le P de E, c'est exactement, c'est quoi le P de E? C'est toutes les parties de E. Donc c'est l'ensemble des parties A, et bien, tel que A est inclus dans E. Donc je peux prendre un exemple, par exemple, alors si je prends E égale à l'ensemble 2, 1, 2 par exemple, C, et bien, si je prends A qui est égal par exemple 1 demi, et bien le A égale à P de E. Pourquoi? Parce que cet ensemble A est une partie de E. Si je prends l'ensemble vide, c'est tout le temps dedans, donc il appartient toujours à P de E. Alors je peux prendre par exemple les singletons 1. Donc cet ensemble là aussi, ça appartient à P de E. Vous avez E si, donc le E, il appartient à P de E. Donc le P de E c'est quoi? C'est tout ce qu'on appelle l'ensemble des parties de E. Voilà donc la définition, donc bien un petit rappel pour ceux qui ne savent pas, donc de P de E. Alors le mot cardinal, on l'utilise, c'est le nombre d'éléments. Alors ici on utilise le plus souvent donc en cas de dans l'ensemble fini. Par exemple ici le E ici, le cardinal de E. Alors, j'ai utilisé deux notations différentes. J'ai utilisé cardinal et j'ai utilisé donc les deux barres ici qui veulent dire la même chose. Donc, cardinal de E qui est donc, le cardinal de E ici. Des fois aussi, on utilise le symbole suivant, donc que je ne vais pas utiliser là. Des fois, on utilise ce symbole-là, donc de E. Ici, donc il s'agit de parler de bien le nombre d'éléments de E. Donc le E ici égale à 1, 2 ici, donc il y a combien d'éléments? Il y a 1, 2 et 3. Et donc là, ça fait 3. Le cardinal de E, c'est 3.
Voilà pour le pi de E et le cardinal. Alors, je vais vous rappeler encore donc, la définition de la fonction indicatrice ou bien caractéristique. Donc, on utilise des fois donc, le premier vocabulaire et des fois donc, le deuxième vocabulaire. Donc, ils veulent dire la même chose. Alors, je vais vous rappeler donc la définition de cette application. Eh bien, alors, donc, je prends un ensemble E. Donc, E, un ensemble fini ou infini, hein, donc peu importe. Et je vais prendre A, une partie de E, inclus donc dans E. Eh bien, la fonction indicatrice que je note des fois, donc A, des fois dans certains livres, on l'appelle donc qui de A, et donc la notation échange donc d'un bancaire à l'autre. Et donc le 1A, ben, tout simplement c'est une application qui est définie de E vers l'ensemble qui contient deux éléments, 0 ou 1. Et bien pour chaque élément X, je fais correspondre bien sûr 1A de X. Alors 1A de X égale à la chose suivante. Donc 1A de X égale. Eh bien, il y a deux valeurs. Soit X appartient à A, soit X n'appartient pas à A. Donc lorsque X est dans A, donc cette partie-là que j'ai fixée, donc est égal à 1 si X appartient à A. Et ça fait 0 sinon. Si X n'appartient pas à A, eh bien il est dans le complémentaire de A. Voilà donc ce qu'on a ici. Et donc, on peut commencer maintenant, peut-être un peu facilement. Eh bien, pour ceux qui ne savent pas l'image réciproque aussi, donc je vais vous rappeler la définition. Donc, si vous avez F, qui est une application de E vers F, d'accord? Eh bien, si je prends un Y qui appartient à F, eh bien, F moins 1 de Y, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'ensemble des éléments de E qui sont envoyés par F sur Y. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des X qui appartient à E avec, il faut que leur image par F soit égale à Y. Et que donc F de X égale à Y. Donc voilà, donc ce rappel-là, il nous permet bien sûr de comprendre cette notation-là. 1A moins 1 et 1 moins 1 ici. Allez, on y va donc pour la 1A. Je vais effacer par là. Donc j'espère que ces définitions sont très utiles pour ceux qui les ont oubliées ou bien pour ceux qui n'ont jamais vu ces définitions. Très bien. Allez, donc 1A. Eh bien pour 1A, alors on a ici donc E est un ensemble et A une partie donc de E. Eh bien, j'ai donc 1A, elle est définie donc de E vers l'ensemble 0, 1. Et là, on me demande quel est F moins 1 de A. Pardon, A de 1. Donc, 1 moins 1 A de 1, ça veut dire quoi? Donc, d'après la définition que je viens de vous rappeler à l'instant, ça c'est quoi? Ça, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à E. Mais il faut que l'image par cette application-là, il faut que ça fasse 1. Donc, il faut que tel que 1A de X égale à 1. Donc, c'est la définition de l'image réciproque. Eh bien, qui sont les éléments dont l'image égale à 1? D'après la définition de 1A, ce sont tous les éléments de A. Donc, les éléments de A et sont envoyés par cette application sur 1. Eh bien, cet ensemble-là, c'est tout simplement, eh bien, c'est A. Voilà. Alors, on va voir maintenant de la même façon ici. Donc, A moins 1, pardon. Donc là, c'est quoi? Par définition, pareil, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à A. Mais il faut que l'image, cette fois-ci, c'est pas 1 comme ici, mais plutôt 0.
Donc, qui sont les éléments de E qui sont envoyés sur 0? Eh bien, ce sont les éléments qui n'appartiennent pas à A. Parce que ceux qui appartiennent à A, ils sont envoyés sur 1. Et donc, ceux qui n'appartiennent pas à A, par cette application-là, ils sont envoyés sur 0. Et donc, ça veut dire que là, c'est le complémentaire de A dans E. Et donc, tout simplement, eh bien, c'est tout simplement E moins A. Ou des fois, donc, le complémentaire, des fois, donc, lorsqu'on n'est pas... voilà, donc c'est le A bar. Donc, pour dire c'est le complémentaire. Donc, il faut bien faire attention des fois à cette notation lorsqu'on ne travaille pas, pour ceux qui connaissent un peu la topologie dans laquelle, donc, A bar veut dire un petit peu l'adhérence. Mais là, je parle du complémentaire. Très bien. Allez, ou voilà, l'événement contraire dans le cas des probas. Bien, donc la première question ici donc est finie. Alors on va voir maintenant, demande d'exprimer un A bar en fonction de 1A. Donc là c'est une question aussi classique. Et bien pour la question B, donc je veux savoir combien ça fait 1 A bar de X en fonction de 1A. Eh bien je sais que ça, donc, si X appartient à A bar, si X appartient à A bar, ça veut dire X appartient à A complémentaire, il faut que ça fasse 1. Et si X est dans A, bah, ça va faire 0. Donc, tout simplement, bah, ça va faire un peu, si vous voulez, donc, le complémentaire, bien A1, donc d'un nombre. Alors là, ça va faire alors 1 moins 1 de X. Alors, on peut le vérifier facilement. Eh bien, donc, si X appartient à A, donc il y a deux choses, parce que lorsque je prends X dans E, il y a deux cas. Soit X appartient à A, soit X n'appartient pas à A. Donc, si X appartient à A, là, ça va faire 0. Donc, j'ai 1 A bar de X, ça fait 0, parce que X n'appartient pas à A bar, donc ça va faire 0. Là, puisque X appartient à A, donc là, ça va faire 1, et 1 moins 1, ça va faire 0. Et donc, je vais avoir 1 moins A de X qui va faire 1 moins 1, qui va faire 0. Donc, il y a égalité. Ici, pour les X qui sont dans A. Alors, maintenant, c'est X, il est dans A bar, donc complémentaire. Dans ce cas-là, cette partie-là, bah, ça va faire 1. Et celle-là, puisque X dans le complémentaire de A, bah, ça veut dire que 1A de X, ça va faire 0, puisque X il n'est pas dans A. Donc ça va faire 0 ici. Et donc du coup ici, ça va faire 1 moins 0 qui va faire 1. Alors, cela veut dire quoi? Bah, cela veut dire qu'à chaque fois que je prends un X dans E, j'ai toujours 1A de X égale à 1 moins 1A de X. Donc qui veut dire tout simplement que ben, j'ai cette égalité-là. L'égalité, bien sûr, des applications. Voilà la question 1b. Et bien maintenant, on va passer maintenant à la question 2. Et donc 2a et ensuite 2b. Allez. Alors, 2a. Donc ici, je considère deux parties cette fois-ci, A et B, qui sont en E, et on doit démontrer cette équivalence-là. Pour la A, eh bien, il faut démontrer que A égale à B, si seulement si 1A égale à 1B. Et donc, pour démontrer l'équivalence, ben, il faut deux sens. Donc, le sens direct et le sens indirect, ou bien le sens réciproque. Eh bien, pour le sens direct, c'est-à-dire, ici, on va supposer, donc on suppose que A égale à B. Donc si A égale à B, eh bien regardez bien, tout simplement, bah, ça permet de dire que 1A égale à 1, le A c'est la même chose que B, donc 1B. Eh bien, j'ai bien ce sens-là, donc qui est clair. Alors par contre le sens inverse, donc on va voir, bon, ça va passer par une égalité donc des ensembles. Alors pour démontrer que deux ensembles sont
égaux, ben, il faut démontrer ce qu'on appelle la double inclusion. Donc il faut démontrer que A est inclus dans B et B est inclus dans A. Donc ici on va supposer, alors on suppose que 1A égale à 1B. Et donc il s'agit de démontrer que A est inclus dans B ou le contraire. Eh bien, donc, je peux démontrer par exemple que A est inclus dans B. Alors, je vais prendre soit... Alors, pour démontrer que A est inclus dans B, ça veut dire il faut... Chaque fois que vous prenez un élément de A, vous allez démontrer que c'est un élément de B. Donc, je prends un élément de A, soit X appartenant à A. Il fallait que j'arrive à démontrer que X, il est dans B, pour démontrer l'inclusion A est inclus dans B. Donc, X appartient à A. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 1A de X égale à 1. Puisque X appartient à A, ben d'après la définition de la fonction indicatrice, ça veut dire que 1A de X égale à 1. Or, on a supposé que 1A égale à 1B. Donc là, c'est la même chose que 1B de X. Voilà, et ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça veut dire que X appartient donc à l'image réciproque de 1 par la fonction 1b. Donc 1b moins 1 de 1. Donc voilà, c'est la définition ici. Et ça, d'après cette question-là, la question 1a, notamment, donc il y a 1 ici, là, donc on avait dit que ça c'était A, donc c'est l'ensemble que j'ai ici, et bien cet ensemble-là c'est B. Et donc, on a réussi à démontrer que X appartient à B. On est parti sur X qui appartient à A, et on est arrivé à X appartient à B, et bien ça prouve tout simplement que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B. Alors ici, bon, soit on refait la même chose ici, donc cette fois-ci on va prendre X appartient à B, et là au lieu de partir sur 1A de X, moi je partirai sur 1B de X, qui est égal à 1, qui est égal à 1A de X. J'aurais conclu aussi que X appartient donc à 1A de moins 1 de 1, qui est égal à A. Ben, j'aurais conclu que X appartient à A, et on aurait donc démontré que B est inclus dans 1. Donc c'est vraiment symétrique, donc on ne va pas refaire ça, ben, c'est un peu la même chose. Par symétrie, si vous voulez, donc par symétrie du raisonnement, si vous voulez, par symétrie, ben, on a aussi B est inclus dans A. Donc A est inclus dans B et B est inclus dans A, ben, donc la conclusion c'est que tout simplement A égale à B. Sens-là. Donc on avait démontré le sens direct et maintenant le sens réciproque. Cela veut dire quoi? Ben, cela veut dire qu'on a bien cette équivalence-là. Très bien. Donc on va voir cette question-là. Alors pour cette question, donc, je vais effacer par là pour revoir la question. Alors, juste pour rappel, pour cette question-là, donc je l'avais déjà traitée dans un autre exercice, que j'avais déjà publié il y a quelques mois, et donc vous pouvez bien sûr consulter en détail peut-être un petit peu, voilà, il y avait des choses qui ne sont pas là, que nous avons déjà vues. Donc on demande d'exprimer un A inter B et un A union B en fonction de 1 A et 1 B. Alors, je vais commencer ici. Donc, 1. Alors, il s'agit de démontrer ici, donc bien d'exprimer un A inter B en fonction de 1 A et 1 B. Alors, on va voir les choses ici. C'est que, donc, si je prends un X ici, ben, il y a deux choses ici. Donc, soit X appartient à A inter B. Donc, dans ce cas-là, ben, il faut que ça fasse 1. Et que si X n'appartient pas à A inter B,
qui est équivalent à ce que x appartient au complémentaire, donc E, pardon, moins A inter B. Et ça, c'est E moins A union E moins B. Donc là, je suis un peu vite. Ce sont donc ce qu'on appelle les lois de Morgan. Donc il faut revoir un petit peu la théorie des ensembles. Bien sûr, donc là, je l'ai traité donc, à de nombreuses reprises. Donc vous pouvez consulter mes anciennes vidéos si vous voulez voir en détail donc, tout ça. Eh bien, ça, donc, il y a deux choses. Donc, lorsque x appartient à inter B, il faut que ça fasse 1. Mais si x n'appartient pas, il faut que ça fasse 0. Donc, si x appartient là ou là, il faut que ça fasse un 0. Donc, c'est la définition. Et bien là, donc, on l'a déjà vu, et c'est classique aussi. Donc, ça, c'est tout simplement, c'est 1a de x fois 1b de x. Alors, on peut le voir facilement ici. Eh bien, regardez bien. Donc, je prends le premier cas. Donc, c'est ce premier cas-là. X appartient à inter B, cela veut dire quoi? Ben, d'une part, je vais voir 1A inter B de X, puisque X appartient à inter B, donc là, ça va faire 1, par définition. Alors maintenant, on va voir ça. Donc x appartient à A inter B, donc dans ce cas-là, eh bien x appartient à inter B, ça veut dire que x appartient à A et à B. Donc là, x appartient à A et x appartient à B. Eh bien, d'autre part ici, donc je vais avoir 1A de x fois 1B de x égale. Donc puis x appartient à A, donc là ça va faire 1. X appartient à B, ça va faire 1 aussi. Donc ça va faire 1 fois 1 qui va faire 1. Donc lorsque x est dans l'intersection, on a l'égalité entre cette application et celle-là. Alors, pour que les deux applications soient égales, il faut aussi, même pour les x qui ne sont pas là, ça veut dire pour les x qui sont dans le complémentaire. Alors, on va voir ici, qu'est-ce qui se passe. Alors, regardez bien, ici, donc le x n'appartient pas. Alors, donc si x n'appartient pas, donc par définition, je vais avoir 1a inter b de x. Alors, bien sûr, je suis maintenant dans ce cas. Dans ce cas-là, bah ça, automatiquement, ça fait 0. Alors maintenant, il s'agit de démontrer que ça aussi, ça fait 0. Eh bien, x n'appartient pas à A inter b, ça veut dire que x il est dans le complémentaire de A inter B par rapport à E, et ça fait ça, union ça. Donc encore une fois ici, cela équivalent à ce que x soit x, donc n'appartient pas à A, ou x n'appartient pas à B. Eh bien, si x n'appartient pas à A, alors regardez bien, 1a de x fois 1a de 1b de x. On avait dit que x n'appartient pas à inter B, cela veut dire que soit x n'appartient pas à A, ou x n'appartient à B, n'appartient pas à B. Donc, dans ce cas-là, si x n'appartient pas à A, eh bien, j'ai ça qui va faire 0. Et donc, peu importe la valeur de ce facteur-là, ben ça va faire tout le temps 0. Je m'en fiche, est-ce que ça fait 0 ou 1 ici? Parce que là, les deux valeurs, là, c'est 0 et 1. Donc, si celui-là, ça fait 0, ben tout, ça va faire 0. Dans le deuxième cas ici, lorsque x n'appartient à un b, dans ce cas-là, c'est ce facteur-là qui est égal à 0. Si ce facteur-là est égal à 0, là, je m'en fiche de la valeur de l'autre facteur. Donc, ça va faire tout le temps 0. Et donc, dans tous les cas, lorsque x n'appartient pas à A inter B, cela veut dire que x soit n'appartient pas à A ou x n'appartient pas à B, ben ça va faire toujours 0. Donc, conclusion, ben, j'ai toujours 1A inter B égale à 1A fois 1B, qui est une formule bien sûr classique. Alors, on va voir maintenant. Où est-ce qu'elle est? Oui.
1A union B. Alors A1 union B, qui est aussi donc une relation classique. Alors pour le B ici, 1A union B, eh bien ça c'est classique aussi, ben, ça va faire ici, donc c'est 1A plus 1B moins 1A inter B. Alors, on va démontrer ça, donc, pour démontrer ça, ça veut dire, quand je prends un x qui appartient à E, il faut que, lorsque j'évalue par rapport à x, cette application-là, il faut que ça fasse la même chose quand j'évalue ici en x. Alors, on y va. Donc ici, vous avez, donc si j'ai deux ensembles A et un ensemble B, eh bien, je sais que l'intersection, elle est là, A inter B, elle est là. Et que cette partie-là, donc c'est B moins A, et cette partie-là, c'est 1 moins B. Et que ces trois parties-là sont bien sûr, ne se croisent pas. Allez, donc je prends un X qui appartient à un E, pardon. Et donc, s'il appartient à E, il y a deux choses. Donc, soit le premier cas, je prends X qui appartient à A union B. D'accord? Donc, si A appartient à A union B, eh bien, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc, déjà, la première partie ici, 1A union B de X, par définition, ça va faire 1. Ça, c'est son discussion, c'est la définition. Alors, on va voir la deuxième partie ici. Donc, si X appartient à A union B, donc je sais que A union B, c'est toute cette partie-là. Avec l'intersection et sur trois parties. Et donc, X appartient à A union B, ben, ça veut dire trois choses. Ça veut dire soit X, ça c'est équivalent dire, soit X appartient à cette partie-là, donc A moins B, ça veut dire elle est dans A mais il n'est pas dans B. Deuxième cas, soit elle est dans B mais il n'est pas dans A. Et le troisième cas, ben, elle est dans les deux. Et donc on va traiter les trois cas. Alors, je prends donc ici un A de X plus 1 B de X moins, alors, au lieu de mettre l'intersection ici, ben, je peux mettre, je peux laisser l'intersection, c'est pas grave. Oui, par contre, ici en fonction, alors ils n'ont pas marqué l'intersection, moi ici, je peux le remplacer par ce que j'ai trouvé tout à l'heure, fois 1 B. Et donc ici, ben, le 1A fois 1B, donc on avait dit que c'est 1A inter B. Alors ici, 1A inter B, ou, allez, de X, 1B de X, égale. Eh bien, regardez bien, lorsque X, ici, il est là, ça veut dire qu'il est dans A, mais il n'est pas dans B. Donc, s'il est dans A, il n'est pas dans B, donc ici, ça va faire 1, puisqu'il est dans A. Alors, ici, il n'est pas dans B, donc là, ça va faire 0. Il est dans A ici, ça va faire 1. Et il n'est pas dans B, ça va faire 0. Et donc, 1 plus 0 moins 1 fois 0. Donc, 1 plus 0, ça fait 1. Et là, 1 fois 0, ça fait 0. Donc, tout ça, ça va faire 1. Alors, maintenant, on va voir le deuxième cas. Lorsque x appartient à b moins a. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, puisqu'il n'est pas dans A, ben cette partie-là, ça va faire 0 ici. Donc, il est dans B, ça va faire 1. Mais là, il est dans B, donc ça va faire 1. Mais là, ça va faire 0. 0 fois 1, ça fait 0. Et donc, 0 plus 1, ça fait 1. Et 1 moins 0, ça fait 1. Donc, on a bien l'égalité. Alors maintenant, le troisième cas, c'est lorsque x il est dans A inter B. Dans l'intersection, eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Donc dans ce cas, elle est dans l'intersection, qui veut dire
que là, il est dans A, bon, ça va faire 1. Il est dans B, ça va faire 1. Il est dans A, ça va faire 1. Et il est dans B, ça va faire 1 aussi. 1 plus 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. 1 fois 1, ça fait 1. Et 2 moins 1, ça fait 1. Donc ça fait 1 aussi. Tu vas faire ça. Donc ça veut dire que dans tous les cas, eh bien, lorsque x est dans la réunion ici, ben, donc on a bien l'égalité. Eh bien, lorsque x est dans là, on a bien l'égalité. Alors maintenant, on va voir lorsque x n'est pas dans la réunion. Alors, deuxième cas. Alors, deuxième cas, x n'est pas dans la réunion. S'il n'est pas dans la réunion, ça veut dire qu'il est dans le complémentaire. Ça veut dire que x appartient à E moins A union B. Encore ici, on va utiliser donc une propriété des ensembles ici. Donc en l'occurrence toujours les lois de Morgan. Et bien ça, c'est exactement E moins A. Et bien la réunion qui passe à l'intersection de E moins B. Alors tout ça, bien sûr, je l'ai détaillé dans d'autres vidéos. Donc vous pouvez les consulter si vous avez du mal à suivre le raisonnement ici. Eh bien, alors, donc automatiquement ici, par définition, donc j'ai 1, alors pour ce x là, qui est dans le complémentaire, eh bien 1 A union x égale, donc ça va faire 0, hein, parce que x il n'est pas dedans. Alors, je regarde maintenant qu'est-ce qui se passe cette partie-là. Donc, 1a de x plus 1b de x moins 1a de x fois 1b de x égale. Alors, équivalent ici, est-ce que x appartient à l'intersection? Donc, s'il appartient à l'intersection, ça veut dire que mon x, il est à la fois là et là. Donc, il est dans le complémentaire de A. Donc, il n'appartient pas à A. Alors, et aussi, il n'appartient pas à B. Alors, dans ce cas-là, puisque x n'appartient pas à A, qu'est-ce qui se passe là? Donc, il n'appartient pas à A, ça veut dire que là, ça va faire 0. Alors aussi, le x n'appartient pas à B. Donc cette partie-là, ça va faire 0. Et là aussi, ça va faire 0. Et là, c'est 0. Donc 0 plus 0 moins 0 fois 0. Donc 0 fois 0, ça fait 0. 0 plus 0, ça fait 0. Moins 0, ça fait 0. La même chose que là. Donc dans tous les cas, eh bien j'ai 1A union B est égal à 1A plus 1B moins 1A fois 1B. Et là, ça répond à cette partie-là de la question. Alors, on va passer maintenant à la troisième question. Alors, troisième question ici. Alors, on veut démontrer que l'application ici, qui est à chaque partie de E, qui va donc de P de E vers 0, 1, E, à chaque partie A, ben je fais correspondre un A. Alors, attention ici aussi, donc un petit rappel sur cette notation-là. Lorsque vous avez deux ensembles, alors vous avez E et F, deux ensembles. Alors, la notation f x posant E, ce sont l'ensemble des applications de E, f, telles que f, de E vers f application. Donc, c'est l'ensemble des applications de E vers f, et non pas de f vers E. Hein? C'est de E vers f. Et donc ici, c'est l'ensemble des applications de E vers 0,1. Ce qui est le cas ici, puisque
on avait donc, dans le rappel de la définition de la fonction indicatrice, ou bien de l'application indicatrice, elle va de E vers 0,1. Ben, donc elle est bien définie cette application-là. Et on veut démontrer qu'elle est injective, pardon, qu'elle est bijective. Donc pour démontrer qu'elle est bijective, il faut démontrer qu'elle est injective et surjective. Eh bien, voilà donc la démonstration. Alors, donc on va commencer par l'injection. Donc, fait injective. Alors, pour cela, ben, je vais prendre deux éléments de l'ensemble de départ. Et donc, je vais prendre soit A et B appartenant à P de E. Donc, deux ensembles, bien deux éléments de l'ensemble de départ qui ont même image par phi. Et donc, il faut démontrer que ces deux ensembles-là sont égaux. Donc, c'est bien la définition de l'injectivité. Eh bien, tel que phi de A égale à phi de B. Voilà, donc il s'agit de démontrer que l'ensemble A égale l'ensemble B. Eh bien, phi de A, par définition, ça fait 1A. Donc là, ça permet de dire que 1A égale à 1B. Hein, donc, la définition de phi. Et le travail est déjà fait puisque, regardez bien dans la question 2A. Donc la question 2A, eh bien, on a bien l'équivalence. Si j'ai 1A égale à 1B, cela veut dire que A égale à B. Eh bien, ça permet de dire que A égale à B. On est parti de deux ensembles qui ont même image, pardon, de deux éléments qui ont même image. On a démontré que ces éléments-là sont égaux. Et bien, ça permet de dire que phi est injective. Voilà l'injection. Donc maintenant, il reste à me démontrer qu'elle est surjective. Donc, phi est surjective. Donc la surjection, ça veut dire, je prends une application, alors soit f de E vers 0,1, une application. Donc je prends une application, un élément d'ici, donc qui s'écrit de cette façon-là. Ben, il faut que j'arrive à trouver que f, c'est tout simplement, ça va être une fonction indicatrice. Hein. Et là, c'est très simple à voir puisque je pose, alors ici, donc on pose, puisque là c'est une application, donc on pose tout simplement A, parce que j'ai besoin de chercher donc cet élément. Voilà. Donc c'est tout simplement, c'est l'image réciproque f-1 de l'élément A. Donc le A, c'est ça. Et donc, maintenant, j'ai tout simplement f égale à 1A. Alors pourquoi? Parce que tous les éléments de A ici, ils sont envoyés sur 1 par f. Ben, c'est le même travail fait par 1A. Donc, c'est égal. Et ben, les éléments qui ne sont pas dans A, ils sont envoyés sur 0. Et c'est le travail aussi de 1A. Et donc, on est parti sur une application f qui est de E dans 0,1. Et on a démontré que f, c'est tout simplement, c'est une fonction indicatrice pour une partie A qui est f-1 de A. Eh bien, on a bien prouvé que f est surjective. Et donc le fait qu'elle était déjà injective, eh bien cela prouve au final que phi est bijective. Voilà, donc cela répond à la question 3. Maintenant, on passe à la question 4. Alors ici, on suppose que E est fini. Donc ici, on suppose que E est fini, ça veut dire qu'il a un ensemble, il a un nombre fini d'éléments. Donc, eh bien, ici pour la quatrième question, eh bien, E fini. Si E est fini, eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, le E est fini, donc je sais que le cardinal ici, le cardinal de 0,1, oui. Donc le cardinal de cet ensemble-là, eh bien, tout simplement, c'est le cardinal de 0,1. Alors, je mets entre barres ici, c'est le cardinal. Le cardinal de E. Donc ce sont
Ça, c'est une propriété, bien sûr, de la théorie des ensembles. Et des applications, bien sûr. Donc, ça fait ça. Et donc, le cardinal ici, ça fait 2, et là, c'est E. Voilà. Très bien. Eh bien, le fait d'avoir une béjection entre cet ensemble et celui-là, eh bien, comme celui-là est fini, ben celui-là va être aussi fini, puisqu'il y a une béjection. Sinon, ça ne va pas être possible. Puisqu'en fait, et dans ce cas-là, phi bijectif, cela veut dire que cet ensemble-là et cet ensemble-là ont le même nombre d'éléments. Et donc, c'est la définition elle-même de la béjection. Parce qu'à chaque élément ici, j'ai un élément unique là, et à chaque élément là, j'ai un élément unique ici. Donc, c'est ce qu'on appelle la béjection. Donc, si E est fini, et ben, ça permet de dire que c'est P de E est aussi fini, donc est fini. Et en plus, puisqu'ils sont en béjection ici, ben, j'ai donc P de E, le cardinal de P de E, ça va être le cardinal de cet ensemble-là, on avait dit que ça fait 2 cardinal de E. Et voilà la propriété. Donc ici, celle-là et celle-là, et c'est la même chose que celle-là. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc encore à me poser des questions. Si vous avez aussi donc des exercices que vous n'arrivez pas donc à faire, vous pouvez me les envoyer et je pourrai les faire volontairement. Et bien merci et à très bientôt.